Les vents hurlaient sur la côte bretonne comme des loups affamés, fouettant les eaux sombres de la Manche contre les falaises de granit noir. C'était une nuit d'octobre 1892, où même les plus hardis marins de Quiberon préféraient rester à l'abri, sirotant leur cidre près de l'âtre, en écoutant la fureur des éléments. Mais Yves Kerouac n'était pas n'importe quel marin. À 19 ans, ce fils de pêcheur possédait déjà la réputation d'un homme capable de défier les caprices de l'océan. Ses épaules larges et ses mains calleuses témoignaient des années passées à lutter contre les filets récalcitrants et les tempêtes impitoyables. Ses yeux d'un bleu profond, hérités de sa mère décédée, reflétaient la même intensité sauvage que les eaux bretonnes qu'il connaissait si bien. « Yves, mon garçon, ne sors pas par cette tempête !» supplia Margot Kerouac, sa tante, qu'il avait élevée après la mort de ses parents dans un naufrage. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de leur modeste chaumière, ses cheveux gris s'échappant de sa coiffe traditionnelle. « Ton oncle Erwan dit que les esprits de la mer sont en colère cette nuit. » Yves attachait sa vareuse de laine épaisse, imperméable à l'eau salée. « Les esprits ne rempliront pas nos filets, ma tante, et nous avons besoin de ce poisson pour passer l'hiver. » Sa voix grave portait cette détermination têtue qui caractérisait tous les hommes de sa lignée. Le jeune homme vérifia une dernière fois son équipement, couteau de pêche à la lame aiguisée, lanterne à huile de baleine et le petit crucifix en bois que sa mère lui avait laissé. Dans la pénombre de la cuisine enfumée, éclairée par les flammes dansantes de la cheminée, son visage anguleux prenait des ombres inquiétantes. « Tu ressembles tellement à ton père », murmura Margot, ses yeux s'embuant de larmes retenues. « Lui aussi partait par tous les temps, et regarde ce qui lui est arrivé. » Yves s'approcha d'elle et posa ses mains rugueuses sur ses épaules frêles. « Je ne suis pas mon père, et cette nuit ne sera pas celle de ma mort, je vous le promets. » Dehors, la tempête redoublait d'intensité. Les volets de bois claquaient contre les murs de pierre, et on entendait au loin le fracas des vagues qui s'écrasaient contre les récifs. Dans le village de Quiberon, les cheminées fumaient davantage, comme si chaque foyer tentait de repousser l'obscurité menaçante. Yves sortit dans la nuit déchaînée, sa lanterne vacillant sous les rafales de vent glacé. Ses bottes cloutées glissaient sur les pavés mouillés, tandis qu'il descendait vers le port. L'air salin lui brûlait les poumons, mélangé aux embruns qui giflaient son visage comme des fouets invisibles. Le port de Quiberon offrait un spectacle apocalyptique. Les bateaux s'entrechoquaient dans leurs amarres, leurs mâts grinçant sinistrement. Seules quelques silhouettes fantomatiques se mouvaient dans cette tempête, des pêcheurs désespérés comme lui, ou des marins ivres cherchant refuge dans les tavernes enfumées. « Yves, tu es fou de sortir par ce temps !» cria une voix familière. C'était Pierrick Le Gall, un pêcheur d'une quarantaine d'années aux cheveux roux et au visage buriné par le sel. Il émergea de l'ombre d'un entrepôt, une bouteille de lambigue à la main. « La pêche a été mauvaise toute la semaine », répondit Yves en haussant la voix pour couvrir le rugissement du vent. « Si je ne sors pas cette nuit, ma tante et moi n'aurons plus rien à manger avant la Noël. » Pierrick s'approcha, titubant légèrement. L'alcool lui donnait ce courage liquide qui pousse les hommes à défier leur propre instinct de survie. « Alors je viens avec toi. 2 fous valent mieux qu'un seul. » Ils se dirigèrent vers la Morgane, le petit bateau de pêche d'Yves. 10 mètres de long, coque en chêne massif, elle avait appartenu à son père et à son grand-père avant lui. Malgré ses années de service, elle restait solide comme un roc, capable d'affronter les pires tempêtes. Mais cette nuit-là, même la Morgane semblait hésiter. Ses cordages vibraient comme les cordes d'une harpe maudite, et sa proue se dressait et s'abaissait avec une violence inhabituelle. « Les vagues font bien 4 mètres. » observa Pierrick en aidant Yves à détacher les amarres. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Yves ne répondit pas immédiatement. Il regardait l'horizon sombre où mer et ciel se confondaient dans un chaos noir absolu. Quelque chose dans cette nuit lui paraissait différent, plus menaçant que d'ordinaire, comme si la nature elle-même retenait son souffle avant de déchaîner sa colère. « Il faut y aller maintenant, ou pas du tout », finit-il par dire. « La marée est haute, et le vent nous portera vers les zones poissonneuses. »
Ils montèrent à bord, leur mouvement rendu difficile par le tangage violent. Yves alluma la lanterne de navigation, tandis que Pierrick préparait les filets. L'odeur familière du goudron, du sel et du poisson séché flottait dans l'air, mélangée à l'âcreté de l'orage. La Morgane quitta le port dans un fracas d'écume blanche. Dès qu'ils furent en pleine mer, la violence de la tempête les frappa de plein fouet. Le bateau montait et descendait comme un bouchon, sa coque gémissant sous la pression des vagues géantes. « Nom de Dieu !» hurla Pierrick en s'accrochant au mât. « Je n'ai jamais vu une tempête pareille !» Yves, cramponné à la barre, luttait pour maintenir le cap. Ses muscles se tendaient sous l'effort, et la sueur mélangée à l'eau de mer lui brûlait les yeux. Chaque vague qui s'abattait sur le pont menaçait de les emporter dans l'abîme glacé. Au loin, les lumières de Quiberon disparaissaient et réapparaissaient dans la brume, comme des lucioles mourantes. Le phare de la T-News clignotait désespérément, son faisceau balayant les eaux noires dans un balai hypnotique et vain. « Là-bas !» cria Yves en pointant vers le large. « Je vois un banc de sardines. » Effectivement, malgré la tempête, on distinguait dans les profondeurs les reflets argentés d'un immense banc de poissons. C'était exactement ce qu'ils cherchaient, mais atteindre cette zone nécessitait de naviguer dangereusement près des récifs de la pointe de Quiberon. Pierrick secoua la tête violemment. « C'est trop risqué, Yves. Ces rochers ont déjà envoyé une centaine de bateaux par le fond. » Mais Yves était déjà en train de manœuvrer vers la zone poissonneuse. Son instinct de pêcheur primait sur sa prudence naturelle. Ces sardines représentaient des semaines de revenus, de quoi nourrir sa famille et payer les dettes qui s'accumulaient depuis la mauvaise saison. La Morgane fendait les vagues avec une détermination presque vivante, comme si elle partageait l'obstination de son capitaine. Mais plus ils approchaient des récifs, plus la mer devenait traître. Les courants contraires créaient des tourbillons vicieux, et les vagues se brisaient en gerbes d'écume blanche contre les rochers acérés. « Yves, regarde !» hurla soudain Pierrick. Une vague monstrueuse, haute comme une maison à 3 étages, s'élevait devant eux. Elle semblait suspendue dans les airs pendant une éternité, sa crête écumeuse brillant sous les éclairs qui déchiraient le ciel. Puis elle s'abattit avec la force d'une avalanche. La Morgane disparut entièrement sous la masse d'eau. Quand elle refit surface, gorgée d'eau salée, Yves et Pierrick toussaient et crachaient, à demi noyés. Le bateau gîtait dangereusement et des craquements sinistres montèrent de la coque. « Nous coulons !» cria Pierrick, la panique déformant sa voix. Yves regarda autour de lui et comprit qu'ils étaient perdus. Les récifs les encerclaient maintenant, leurs pointes noires émergeant des flots comme les dents d'un monstre préhistorique. Le vent avait tourné, poussant inexorablement la Morgane vers les rochers mortels. « Aide-moi avec la pompe !» ordonna Yves, refusant d'abandonner. Ils s'attelèrent désespérément à évacuer l'eau qui envahissait la cale. Mais c'était un combat perdu d'avance. Pour chaque seau d'eau expulsé, 2 autres s'engouffraient par les fissures qui s'élargissaient. Un éclair illumina soudain toute la scène, révélant l'ampleur de leur situation. Ils se trouvaient à moins de 50 mètres des récifs les plus meurtriers de la côte bretonne, ceux que les marins appelaient les dents du diable. Des épaves rouillées émergeaient çà et là, témoins silencieux de naufrages antérieurs. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » C'est alors que le destin frappa avec sa cruauté habituelle. Une nouvelle vague, plus massive encore que la précédente, souleva la Morgane comme un fétu de paille et la projeta violemment contre les rochers. Le choc fut d'une brutalité inouïe. Yves eut l'impression que le temps se ralentissait. Il vit Pierrick projeté par-dessus bord, ses cris se perdant dans le rugissement de la tempête. Puis il sentit son propre corps partir en avant, catapulté par l'impact avec une force qui lui broya les côtes. Sa tête heurta la roche avec un bruit sourd qui résonna dans son crâne comme une cloche de mort. La douleur explosa dans son cerveau avant de se dissiper dans un engourdissement glacé. Ses dernières sensations furent celles de l'eau salée qui envahissait ses poumons et du froid mortel qui paralysait ses membres. Dans ses ultimes instants de conscience, Yves crut entendre la voix de sa mère qui l'appelait depuis l'au-delà.
mélangé au chant funèbre des sirènes bretonnes. Puis l'obscurité l'engloutit, aussi complète et définitive que les abysses de l'océan. Le corps inerte d'Yves Kerouac dériva quelque temps parmi les épaves et les algues, avant d'être rejeté sur une grève rocailleuse par les courants capricieux. Quand l'aube grise se leva enfin sur la Bretagne meurtrie, des pêcheurs découvrirent son corps sans vie, échoué comme une algue parmi les débris de la Morgane. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, ses lèvres bleues, ses yeux fixes tournés vers un ciel qu'il ne verrait plus jamais. Aucun souffle ne soulevait sa poitrine. Aucun battement ne troublait le silence de son cœur. Yves Kerouac, le fier pêcheur de Quiberon, était mort à 19 ans, emporté par la même mer qui avait pris ses parents. L'aube du 13 octobre 1892 se levait péniblement sur Quiberon, comme si même le soleil répugnait à éclairer les ravages de la tempête. Des débris jonchaient les rues pavées, branches arrachées, tuiles brisées, filets de pêche emmêlés que le vent avait portés loin de leur port d'attache. L'air sentait l'iode, l'algue pourrie et cette odeur particulière que laisse derrière elle la colère de l'océan. C'est dans cette atmosphère désolée que Jean-Baptiste Morvan, l'un des pêcheurs les plus expérimentés du village, découvrit le corps d'Yves échoué sur la grève des sables noirs. Le spectacle le figea d'horreur. Le jeune homme gisait sur le flanc, ses vêtements déchiquetés par les rochers, son visage tuméfié tourné vers le ciel plombé. « Sainte Marie, Mère de Dieu !» murmura Morvan en se signant. Le petit Kerouac. Il se précipita vers le village, ses sabots claquant sur les galets mouillés. Bientôt, une foule endeuillée se pressa autour du corps d'Yves. Les femmes pleuraient en récitant des prières bretonnes. Les hommes secouaient la tête avec cette résignation amère des gens de mer face à leur mort. « Où est Pierrick ?» demanda quelqu'un dans la foule. « Son corps n'a pas été retrouvé », répondit Morvan d'une voix sourde. La mère l'a gardé. Margot Kerouac arriva en courant, sa coiffe de travers, ses jupes relevées pour ne pas trébucher. Quand elle vit son neveu, elle poussa un hurlement qui glaça le sang de tous les témoins. Elle se jeta à genoux près du corps, prenant dans ses mains le visage glacé d'Yves. « Mon petit, mon pauvre petit !» sanglotait-elle, berçant la tête inerte contre sa poitrine. « Je t'avais dit de ne pas partir, je t'avais prévenu !» Il fallut plusieurs hommes pour l'arracher au corps de son neveu. Ses cris de douleur résonnaient encore sur la plage quand arriva le docteur Alain Briand, le médecin du canton. Briand était un homme de 55 ans, formé à la faculté de médecine de Rennes, qui exerçait dans cette région reculée depuis près de 20 ans. Son visage austère, encadré d'une barbe grisonnante soigneusement taillée, inspirait confiance aux villageois. Il portait toujours sa sacoche de cuir noir et sa redingote sombre, symbole de son autorité médicale. « Écartez-vous, s'il vous plaît », dit-il d'une voix ferme en s'approchant du corps. « Laissez-moi examiner ce pauvre garçon. » Il s'agenouilla près d'Yves et commença son examen avec la méthode rigoureuse qu'on lui avait enseignée à l'université. Ses mains expertes palpèrent d'abord le cou, cherchant un pouls à la carotide. Rien. Il plaça ensuite son oreille contre la poitrine du jeune homme, écoutant attentivement. Seul le silence lui répondit. « Apportez-moi un miroir » demanda-t-il. Quelqu'un courut chercher un petit miroir à main dans une maison voisine. Briand le plaça devant les narines d'Yves, guettant la moindre trace de buée qui indiquerait une respiration. Le miroir resta parfaitement net. Le docteur poursuivit son examen, notant mentalement tous les signes de décès, la rigidité cadavérique qui commençait à s'installer, les lividités violacées sur les parties déclives du corps, la température corporelle qui avait chuté considérablement. Tout confirmait son diagnostic initial. « Mort par noyade et traumatisme crânien », annonça-t-il en se relevant. « Le décès remonte probablement à plusieurs heures. » Ces mots tombèrent comme un couperet sur l'assemblée. Plusieurs femmes éclatèrent en sanglots, et les hommes ôtèrent leurs chapeaux en signe de respect. « Il faut prévenir le maire et organiser les funérailles », continua Briand. « Ce pauvre garçon mérite un enterrement décent. » Erwan Kerouac, l'oncle d'Yves, un homme massif aux mains déformées par l'arthrite, s'avança vers le médecin. « Docteur, vous êtes absolument certain qu'il n'y a plus d'espoir ?»
Briand posa une main compatissante sur l'épaule du vieil homme. « Mon cher Erwan, j'exerce la médecine depuis plus de 20 ans. J'ai vu suffisamment de morts pour reconnaître les signes. Yves est décédé, j'en suis formellement certain. » Le corps fut transporté jusqu'à la maison des Kerouac, porté par 6 hommes du village, selon la tradition. Margot avait insisté pour le veiller une dernière fois avant l'enterrement. Dans la cuisine enfumée, éclairée par des chandelles de cire, Yves reposait sur la grande table de chêne, revêtue de ses plus beaux habits. Le docteur Briand resta un moment, observant la scène avec cette gravité professionnelle qui caractérisait les médecins de l'époque. Il vérifia une dernière fois les signes vitaux par acquis de conscience, mais rien n'avait changé. Le corps d'Yves demeurait froid, rigide, sans le moindre signe de vie. Il était si jeune, murmura Margot en caressant le front de son neveu. Seulement 19 ans, il avait toute la vie devant lui. La mère est cruelle, répondit Briand. Elle prend souvent les meilleurs d'entre nous. Dans les heures qui suivirent, tout le village défilait dans la petite maison des Kerouac pour rendre un dernier hommage au jeune pêcheur. Chacun venait avec ses souvenirs, ses anecdotes, sa part de chagrin. Yves avait été apprécié de tous, travailleur, honnête, toujours prêt à aider les anciens ou les veuves en difficulté. « Je me souviens quand il avait 12 ans, raconta Jacques Lebrun, un vieux marin à la barbe blanche. Il avait réparé tout seul le filet de la veuve Pichon sans rien demander en échange. C'était un brave garçon. Et courageux avec ça, ajouta Fauchelevent. Il n'avait peur de rien, ni des tempêtes, ni des gros poissons, un vrai fils de la mer. Le père Yann Calvez, le prêtre de la paroisse, vint bénir le corps dans la soirée. C'était un homme maigre d'une 60aine d'années, au visage creusé par l'ascétisme et les privations. Sa soutane noire semblait aspirer la faible lumière des chandelles, et sa voix chevrotante résonnait étrangement dans l'atmosphère confinée. « Seigneur, accueillez en votre royaume l'âme de ce brave garçon, psalmodia-t-il en latin, qu'il trouve près de vous la paix éternelle qu'il mérite. » Mais au moment où il aspergeait le corps d'eau bénite, le père Calvez eut une hésitation. Quelque chose dans l'expression du jeune homme le troublait. Ses traits semblaient plus détendus qu'à l'ordinaire, chez les noyés, et sa peau, bien que pâle, conservait une certaine souplesse inhabituelle. « Docteur Briand, appela-t-il, pourriez-vous examiner à nouveau ce garçon ?» Briand, qui s'apprêtait à partir, revint vers la table. « Que voulez-vous dire, mon père ? Je ne sais pas. Quelque chose me semble étrange. Son teint, son expression... J'ai béni beaucoup de morts, et celui-ci me paraît différent. » Le médecin sourit avec cette condescendance bienveillante qu'il réservait aux superstitions locales. « Mon père, le choc et la douleur peuvent jouer des tours à notre perception. J'ai examiné ce corps avec toute l'attention requise. Yves Kerouac est mort, c'est un fait médical indiscutable. Pourtant, pour rassurer le prêtre, il recommença son examen. Pouls, absent. Respiration, nulle. Température corporelle, froide. Rigidité cadavérique, présente. Tous les signes confirmaient son diagnostic initial. Vous voyez, mon père, rien n'a changé. Ce pauvre garçon a rejoint ses parents dans l'au-delà. Mais le père Calvez ne semblait pas convaincu. Il continua à fixer le visage d'Yves avec une inquiétude grandissante. Quelque chose dans cette mort ne lui paraissait pas naturel, mais il ne parvenait pas à identifier quoi exactement. La veillée funèbre se poursuivit tard dans la nuit. Les femmes récitaient le rosaire, tandis que les hommes buvaient du lambic en silence, chacun perdu dans ses pensées. L'odeur de la cire, de l'encens et de l'alcool se mélangeait dans l'air confiné, créant une atmosphère lourde et oppressante. Vers 3 heures du matin, alors que la plupart des veilleurs avaient succombé à la fatigue, Margot remarqua quelque chose d'étrange. Elle était restée seule près du corps de son neveu, récitant des prières en breton, quand elle crut percevoir un léger changement dans sa coloration. « Marie-Jeanne » appela-t-elle sa voisine qui somnolait dans un coin. « Venez voir. » Marie-Jeanne s'approcha, se frottant les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Margot ? Regardez son visage. On dirait qu'il a moins pâle qu'hier. » Les deux femmes se penchèrent sur Yves, scrutant ses traits à la lumière vacillante des chandelles.
Effectivement, sa peau semblait avoir retrouvé une nuance plus rosée, moins cadavérique qu'auparavant. « C'est peut-être les bougies qui nous jouent des tours », murmura Marie-Jeanne, mais sa voix trahissait son inquiétude. Elles appelèrent Erwan, qui dormait dans sa chaise près de l'âtre. Le vieil homme s'approcha en boitillant, ses articulations douloureuses craquant à chaque pas. « Qu'est-ce qui vous prend de me réveiller en pleine nuit » grommela-t-il. Mais quand il vit le visage de son neveu, il s'arrêta net. Lui aussi percevait cette différence subtile, mais indéniable, dans l'aspect du corps. « Il faut prévenir le docteur », dit-il finalement. « À cette heure » protesta Marie-Jeanne. « Maintenant » insista Erwan, avec une autorité qui ne souffrait pas de contradiction. On envoya le jeune Padraig Lebar, le fils du boulanger, réveiller le docteur Briand. Le garçon de 16 ans courut à travers les rues désertes, ses sabots résonnant sinistrement sur les pavés humides. Il tambourina à la porte de la maison bourgeoise où résidait le médecin, jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvre au premier étage. « Que se passe-t-il » demanda Briand, apparaissant en bonnet de nuit. « Docteur, il faut que vous veniez. C'est pour le jeune Kerouac. Sa famille dit qu'il y a quelque chose de bizarre. » Briand soupira. Il connaissait ses réactions face à la mort. Le déni, l'espoir irrationnel, les hallucinations causées par le chagrin. Mais par devoir professionnel, il s'habilla et suivit le garçon. Quand il arriva chez les Kerouac, il trouva toute la famille et plusieurs voisins assemblés autour de la table mortuaire. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension palpable. « Docteur, regardez-le » supplia Margot. « Quelque chose a changé. » Briand s'approcha, sa lanterne à la main, et examina attentivement le corps d'Yves. Il dut admettre que l'aspect du jeune homme était effectivement différent. Sa peau avait perdu cette teinte grisâtre caractéristique des cadavres, et ses traits semblaient plus détendus. Intrigué malgré lui, il refit son examen complet. Pouls à la carotide, toujours absent. Auscultation cardiaque, aucun bruit. Test respiratoire au miroir, négatif. Température corporelle, encore froide, mais moins qu'auparavant. « C'est curieux », marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour l'assistance. Il sortit de sa sacoche un stéthoscope, instrument moderne qu'il avait acquis récemment à Rennes. Il le plaça sur la poitrine d'Yves et écouta longuement, concentrant toute son attention sur la recherche du moindre bruit cardiaque. Rien. Le silence absolu. « Mes chers amis, » dit-il finalement, « je comprends votre émotion, mais je dois maintenir mon diagnostic. Ce que vous percevez comme un changement n'est probablement dû qu'aux variations de température et d'éclairage. Yves est mort, et rien ne pourra le ramener à la vie. » Pourtant, en prononçant ces mots, Briand ressentait un doute qu'il n'osait avouer. Quelque chose dans cette situation échappait à sa compréhension médicale, mais son orgueil professionnel l'empêchait de remettre en question son diagnostic initial. Les funérailles furent organisées pour le lendemain, malgré les protestations discrètes de quelques villageois. Le père Calvès accepta de célébrer la messe d'enterrement, mais il exigea un délai supplémentaire de 24 heures, par précaution, disait-il. Cette décision divisa le village. Certains y voyaient une sage prudence, d'autres une superstition déplacée. Mais tous respectaient l'autorité du prêtre en matière religieuse et personne n'osa contester ouvertement sa décision. Le 15 octobre 1892, par un après-midi gris et venteux, tout le village de Quiberon se rassemblait autour de la petite église Saint-Julien pour les funérailles d'Yves Kerouac. Le ciel bas et chargé de nuages semblait pleurer avec les endeuillés, et le vent du large portait cette mélancolie particulière des côtes bretonnes en automne. Le cercueil, fabriqué à la hâte par Jacques Le Goff, le menuisier du village, était en chêne local, simple mais solide. Yves y reposait dans son costume du dimanche, veste de drap noir, chemise blanche et le petit crucifix de sa mère entre ses mains jointes. Margot avait insisté pour qu'il porte aussi sa casquette de marin, celle qui ne le quittait jamais quand il partait en mer. « Il est si beau !» murmura Rosaine Lebar, la fille du boulanger qui avait secrètement nourri des sentiments pour Yves. « On dirait qu'il dort !» Cette remarque fit frémir plusieurs personnes dans l'assistance. Effectivement, contrairement à la plupart des morts que les villageois avaient eu l'occasion de voir,
Yves conservait cette sérénité particulière qui ressemblait davantage au sommeil qu'à la mort. Le père Calvès célébra la messe avec une gravité inhabituelle. Sa voix chevrotante résonnait sous les voûtes de pierre grise, accompagnée par les sanglots étouffés de Margot et le chant des pleureuses professionnelles venues des villages voisins selon la tradition bretonne. Yves Kerouac était un fils exemplaire de notre communauté, déclara le prêtre dans son homélie. Travailleur, généreux, respectueux de Dieu et de ses anciens. Sa disparition brutale nous rappelle la fragilité de notre condition humaine face aux éléments déchaînés. Mais au moment de l'absoute finale, le père Calvès eut encore cette hésitation qu'il avait saisie lors de la bénédiction du corps. Quelque chose dans l'expression du jeune homme le troublait profondément, une intuition qu'il n'arrivait pas à formuler clairement. Le cortège funèbre se dirigea ensuite vers le cimetière de Saint-Malo, situé sur une colline qui dominait la mer. Les porteurs, Erwan Kerouac, Morvan, Le Goff et 3 autres pêcheurs, avançaient d'un pas mesuré sur le chemin boueux. Le vent faisait claquer leurs vestes noires et soulevait les voiles de deuil des femmes. Le cimetière offrait un spectacle désolé. Les croix celtiques de granit noir se dressaient comme des sentinelles silencieuses, certaines si anciennes que leurs inscriptions avaient été effacées par les intempéries. Des corbeaux croassaient sinistrement, perchés sur les monuments funéraires les plus hauts. La fosse avait été creusée dans un coin reculé, près du mur d'enceinte qui donnait sur la lande sauvage. Le terrain était détrempé par les pluies récentes et les fossoyeurs avaient eu du mal à maintenir les parois droites. L'eau suintait déjà au fond de la tombe béante. « C'est là qu'il reposera », annonça le père Calvès d'une voix solennelle, près de ses parents et de ses ancêtres. Effectivement, la tombe familiale des Kerouac se trouvait à quelques mètres. Une stèle modeste mais digne portait les noms de Jean-Marie Kerouac et de son épouse Annick, les parents d'Yves, disparus en mer 10 ans auparavant. Le cercueil fut descendu lentement dans la fosse à l'aide de cordes. Le bois grinçait sous le poids et l'écho résonnait sinistrement dans la caisse. Margot s'effondra en voyant disparaître le cercueil de son neveu bien-aimé. « Mon petit, mon pauvre petit !» sanglotait-elle, soutenue par les autres femmes du village. « Pourquoi as-tu voulu partir cette nuit-là » Le père Calvès récita les prières d'usage, mais sa voix manquait de conviction. Il jeta la première poignée de terre sur le cercueil, suivi par la famille, puis par tous les assistants. Le bruit sourd des mottes qui tombaient sur le bois semblait résonner jusqu'au fond de l'âme de chacun. « Requiescat in pace » murmura le prêtre en traçant un dernier signe de croix. Les fossoyeurs, Fanch Morvant et son fils Erwan, commencèrent à combler la fosse. Leurs pelles mordaient la terre humide avec un bruit rythmé et lugubre. Peu à peu, le cercueil disparut sous les pelletées de terre noire, mélangées de sable et de cailloux. La plupart des villageois rentrèrent chez eux une fois la tombe refermée, mais Margot resta longtemps agenouillée sur la terre fraîche, récitant des prières en breton. Le vent faisait voltiger ses cheveux gris échappés de sa coiffe, et ses larmes se mélangeaient à la bruine qui commençait à tomber. « Venez, Margot, » dit doucement Marie-Jeanne, « il faut rentrer maintenant, Yves est en paix. » Mais la vieille femme secouait la tête obstinément. « Je ne peux pas l'abandonner, pas maintenant, pas si vite. » Il fallut l'intervention d'Erwan pour la décider à quitter le cimetière. Le vieil homme la prit par les épaules et l'entraîna doucement vers la sortie, non sans jeter un dernier regard vers la tombe fraîche de son neveu. Les heures qui suivirent l'enterrement furent marquées par cette torpeur particulière qui suit les grands drames. Le village semblait plongé dans un silence anormal, comme si la disparition d'Yves avait emporté avec elle une partie de l'âme collective de Quiberon. Mais c'est vers minuit que l'impensable se produisit. Yves Kerouac ouvrit les yeux dans l'obscurité absolue de son cercueil. D'abord, il ne comprit pas où il se trouvait. Ses mains tâtonnèrent autour de lui et rencontrèrent du bois à quelques centimètres de son visage. Ses pieds butaient contre une paroi, ses coudes contre les côtés. Il était enfermé dans un espace exigu, suffocant. La mémoire lui revint par fragments terrifiants. La tempête, la Morgane, le choc contre les rochers, puis le néant. Et maintenant cette prison de bois qui l'étouffait. Non, non, ce n'est pas possible.
murmura-t-il d'une voix rauque. Ses mains explorèrent frénétiquement l'intérieur du cercueil. Du satin blanc tapissait les parois, et il reconnut ses propres vêtements, son crucifix. La réalité le frappa comme un coup de massue. Il était dans un cercueil, enterré vivant. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. La panique s'empara de lui avec une violence inouïe. Il se mit à frapper de ses poings contre le couvercle, à donner des coups de pied, à se débattre comme un forcené. Ses cris résonnaient dans l'espace confiné, assourdissant et terrifiant. « Au secours! Au secours! Je suis vivant! Sortez-moi de là !» Mais seul le silence lui répondait. Un silence épais, étouffant, chargé du poids de la terre qui pesait au-dessus de lui. Il comprit avec horreur qu'il se trouvait sous plusieurs pieds de terre, dans le cimetière de Saint-Malo, et que personne ne pouvait l'entendre. L'air se raréfiait rapidement dans le cercueil hermétique. Chaque respiration lui coûtait un effort considérable, et il sentait l'asphyxie le gagner progressivement. Ses poumons le brûlaient, sa tête tournait, des points noirs dansaient devant ses yeux. Il fallait qu'il sorte de là, coûte que coûte. Yves rassembla toutes ses forces et se mit à marteler le couvercle avec une énergie désespérée. Ses poings se meurtrirent contre le bois dur, ses ongles se cassèrent, mais il ne s'arrêta pas. La peur de mourir étouffé lui donnait une force surhumaine. Soudain, il entendit un craquement, puis un autre. Le couvercle commençait à céder sous ses coups répétés. Un mince filet de terre s'infiltra par la première fissure, lui tombant sur le visage. Encore, haleta-t-il. Il redoubla d'efforts, frappant avec ses poings, ses coudes, ses genoux. Le bois gémissait, se fendillait, se brisait par endroits. Enfin, dans un craquement sec, le couvercle se brisa complètement. Une avalanche de terre froide et humide s'abattit sur lui, l'ensevelissant partiellement. Mais il était libre, il pouvait bouger, respirer un peu mieux. Maintenant, il fallait creuser vers la surface. Yves commença à gratter la terre au-dessus de sa tête, ses mains déjà meurtries s'écorchant davantage contre les cailloux et les racines. Chaque poignée de terre qu'il déplaçait lui semblait peser des tonnes. Chaque centimètre gagné vers la surface représentait un effort titanesque. Il creusait dans le noir absolu, guidé seulement par son instinct de survie. Ses muscles le faisaient souffrir, ses poumons le brûlaient, mais il continuait obstinément. Parfois, des vers de terre s'écrasaient contre son visage, lui rappelant l'horreur de sa situation. « Je ne mourrai pas ici », se répétait-il comme une litanie. « Je ne mourrai pas dans cette tombe. » Au bout d'un temps qui lui parut une éternité, ses doigts percèrent enfin la surface. Il sentit l'air frais de la nuit sur sa main, puis sur son bras. Avec un effort surhumain, il élargit l'ouverture et émergea de sa tombe comme une apparition démoniaque. Il était couvert de terre de la tête aux pieds, ses vêtements déchirés, ses cheveux emmêlés de racines et d'humus. Ses mains saignaient, ses ongles étaient arrachés, et ses yeux brillaient d'un éclat sauvage dans son visage souillé. Yves se dressa au milieu du cimetière, titubant comme un ivrogne. L'air frais de la nuit lui parut plus précieux que tous les trésors du monde. Il aspira goulûment, ses poumons se gonflant avec délice de cette liberté retrouvée. Mais très vite, la réalité de sa situation lui apparut dans toute son horreur. Il était officiellement mort, on l'avait enterré, sa famille, ses amis, tout le village le croyait disparu à jamais. Comment expliquer ce miracle? Comment justifier sa résurrection? Un fou rire hystérique le secoua. Il venait de survivre à sa propre mort, de ressusciter de sa propre tombe. C'était impossible, invraisemblable, et pourtant il était là, debout parmi les croix celtiques, sous la lune blafarde qui éclairait faiblement le cimetière. Un bruit de pas le fit soudain sursauter. Il se retourna et vit une silhouette s'approcher dans l'obscurité. C'était Loïc Prigent, le gardien de nuit du cimetière, un homme d'une 60aine d'années qui avait la réputation d'être un peu simple d'esprit. Prigent s'arrêta net en voyant Yves. Sa lanterne tremblait dans sa main, projetant des ombres dansantes sur les tombes environnantes. Son visage exprima d'abord la surprise, puis la terreur pure. « Sainte Vierge Marie » balbutia-t-il. « Un revenant, un mort qui marche. »
Il laissa tomber sa lanterne, qui se brisa sur une pierre tombale, et s'enfuit en courant vers le village en poussant des cris d'épouvante. Ses appels résonnaient dans la nuit silencieuse. Au secours, un mort est sorti de sa tombe. Le jeune Kerouac est devenu un fantôme. Yves comprit qu'il n'avait que quelques minutes avant que tout le village ne soit alerté. Il fallait qu'il parte, qu'il se cache, qu'il réfléchisse à ce qui lui arrivait. Mais où aller? Comment expliquer sa résurrection miraculeuse? Il jeta un dernier regard vers sa tombe béante, ce trou noir d'où il venait d'émerger comme un damné échappé de l'enfer. Puis, il s'enfuit vers la lande sauvage, courant dans la nuit bretonne comme un loup-garou traqué par les chasseurs. Derrière lui, les lumières commençaient à s'allumer dans le village. Bientôt, une foule armée de lanternes et de fourches se dirigerait vers le cimetière pour vérifier les dires du gardien fou. Mais il ne trouverait qu'une tombe vide et une histoire impossible à croire. Yves Kerouac, officiellement mort et enterré depuis quelques heures, était redevenu vivant. Mais cette résurrection, loin d'être une bénédiction, allait se révéler être le début d'un cauchemar bien plus terrible que la mort elle-même. Les cris de Loïc Prigent résonnaient encore dans les rues pavées de Quiberon quand les premiers villageois sortirent de leurs maisons, des lanternes à la main et la peur au ventre. C'était une nuit sans lune, et l'obscurité semblait plus épaisse qu'à l'ordinaire, comme si les ténèbres elles-mêmes retenaient leur souffle. « Un mort qui marche ! Le petit Kerouac est sorti de sa tombe !» hurlait le gardien en courant de maison en maison, ses vêtements déchirés par sa course éperdue à travers les ronces. Le premier à réagir fut Erwan Kerouac. Le vieil homme se dressa dans son lit, le cœur battant, quand les cris parvinrent à ses oreilles. À côté de lui, Margot s'était redressée, blême de terreur. « Qu'est-ce qu'il raconte, ce fou ?» murmura-t-elle, ses mains tremblantes, serrant les draps. Erwan enfila rapidement ses vêtements et sortit dans la rue. D'autres villageois l'avaient devancé. Jean-Baptiste Morvan, le maire Alain Le Goff, le docteur Briand réveillé par le tumulte. Tous convergeaient vers Prigent, qui gesticulait comme un possédé au centre de la place du village. « Calmez-vous, Loïc, » dit le maire d'une voix autoritaire. « Racontez-nous clairement ce qui s'est passé. » Le gardien, haletant, les yeux exorbités par l'épouvante, bafouilla son récit. « J'étais en train de faire ma ronde, quand j'ai vu quelqu'un près de la tombe fraîche des Kerouac. Je me suis approché et c'était lui, c'était Yves, couvert de terre, les vêtements déchirés, mais c'était bien lui. « Vous avez bu, Prigent » lança quelqu'un dans la foule. « Ça n'est pas la première fois que le lambigue vous fait voir des choses. » Mais le gardien secoua la tête violemment. « Non, je vous jure sur la tête de ma défunte mère. C'était bien le jeune Kerouac. Il était debout près de sa tombe, et il m'a regardé avec des yeux terribles, des yeux de damné. » Le docteur Briand s'avança, son visage exprimant un mélange de scepticisme et d'inquiétude professionnelle. « Mon brave Loïc, vous avez subi un choc, la fatigue, l'obscurité, l'atmosphère lugubre du cimetière. Tout cela peut jouer des tours à notre perception. Alors venez voir par vous-même, cria Prigent. Venez voir sa tombe. Elle est ouverte, béante et vide. » Ces mots jetèrent un froid glacial sur l'assemblée. Même les plus sceptiques sentirent un frisson leur parcourir l'échine. L'idée qu'une tombe puisse être vide, que quelqu'un puisse en être sorti, était si terrifiante qu'elle dépassait l'entendement. Le maire prit les choses en main. « Nous allons aller vérifier, que tous les hommes se munissent de lanternes et nous suivent. Les femmes et les enfants restent au village. » Un cortège d'une vingtaine d'hommes se forma rapidement. Ils avançaient d'un pas hésitant vers le cimetière, leurs lanternes projetant des cercles de lumière tremblante dans l'obscurité. Le vent sifflait à travers les arbres dénudés, créant une mélopée sinistre qui glaçait le sang. Erwan marchait en tête, soutenu par Morvan. Le vieil homme avait insisté pour venir, malgré ses articulations douloureuses et sa respiration sifflante. Il fallait qu'il voie de ses propres yeux ce qui était arrivé à la tombe de son neveu. Le cimetière de Saint-Malo apparut bientôt dans la lueur des lanternes. Les croix celtiques se dressaient comme des spectres de pierre, et l'atmosphère était chargée de cette tension électrique qui précède les grands orages.
Au loin, on distinguait la tombe des Kerouac, et même de cette distance, quelque chose semblait anormal. « Mon Dieu !» murmura le maire en s'approchant. La tombe était effectivement béante. La terre fraîchement remuée avait été creusée de l'intérieur, formant un cratère irrégulier au centre du monticule funéraire. Des mottes de terre étaient éparpillées tout autour, et on distinguait les traces de quelqu'un qui avait émergé du sol, puis s'était éloigné vers la lande. Le docteur Briand s'agenouilla au bord de la fosse et dirigea sa lanterne vers l'intérieur. Le spectacle qu'il découvrit le figea d'horreur. Le cercueil était brisé, son couvercle éclaté de l'intérieur, et il était vide. Seuls restaient les copeaux de bois, le satin déchiré et quelques lambeaux de tissu noir. « C'est impossible », murmura-t-il d'une voix blanche. « Absolument impossible. Pourtant, c'est la réalité, » dit Erwan d'une voix tremblante. « Yves n'est plus dans ce cercueil. Il en est sorti. » Les hommes se regardaient, terrifiés par cette découverte qui défiait toutes les lois connues. Comment un mort pouvait-il briser son cercueil de l'intérieur? Comment pouvait-il creuser plusieurs pieds de terre pour remonter à la surface? Et surtout, où était-il maintenant? « Il faut le retrouver, » dit soudain le père Calvès, qui venait d'arriver accompagné de son sacristain. « Si Yves est vraiment revenu, il faut comprendre ce qui lui est arrivé. »« Revenu d'où » demanda Morvan d'une voix rauque. « De l'enfer, du purgatoire. » Le prêtre secoua la tête avec gravité. « Je ne sais pas, mon fils, mais cette résurrection n'est pas naturelle. Il se peut que ce soit un miracle de Dieu ou quelque chose de bien plus sombre. » Pendant que les villageois découvraient l'incroyable vérité dans le cimetière, Yves courait à travers la lande bretonne comme un animal traqué. Ses pieds nus saignaient sur les pierres tranchantes, ses vêtements déchirés flottaient derrière lui comme des lambeaux de linceul, et sa respiration sifflait douloureusement dans sa poitrine meurtrie. Il ne savait pas où aller. Sa maison était exclue. Margot et Erwan y seraient bientôt, alertés par les cris du gardien. Le village entier devait maintenant être au courant de sa résurrection, et il n'osait imaginer les réactions qu'elle allait provoquer. Comment expliquer l'inexplicable? Comment faire comprendre qu'il n'était pas mort, qu'il n'avait jamais été mort, malgré toutes les apparences contraires? Le docteur Briand, homme de science respecté, avait formellement constaté son décès. Le père Calvès l'avait béni selon les rites. Tout le village l'avait vu enterré. Et pourtant, il était là, vivant, courant dans la nuit bretonne avec la peur au ventre et l'incompréhension dans l'âme. Il finit par s'effondrer près d'un dolmen ancien, vestige de la préhistoire celtique qui parsemait la lande. La pierre froide contre son dos lui apporta un réconfort relatif, et il put enfin reprendre son souffle et réfléchir à sa situation. Que lui était-il arrivé exactement? Il se souvenait parfaitement de l'accident. Le choc contre les rochers, la douleur insoutenable, puis le néant, un trou noir complet jusqu'au moment où il avait ouvert les yeux dans son cercueil. Avait-il été dans le coma, en état de catalepsie? Ces termes médicaux, qu'il avait entendus parfois, lui semblaient dérisoires face à l'ampleur du mystère. Un bruit de sabots lui fit dresser l'oreille. Au loin, il distingua les lumières d'une carriole qui approchait sur le chemin de terre. Instinctivement, il se cacha derrière le dolmen, retenant sa respiration. C'était Jacques Le Bihan, un fermier des environs qui rentrait d'une foire nocturne dans un village voisin. L'homme chantonnait une mélodie bretonne, légèrement éméchée par le cidre qu'il avait partagé avec ses amis. Son cheval avançait d'un pas tranquille, habitué à ses retours tardifs. Yves hésita un instant puis sortit de sa cachette. Il avait besoin d'aide, et Le Bihan était un homme simple et bon qui ne le trahirait peut-être pas. « Jacques » appela-t-il doucement. Le fermier sursauta et tira sur les rênes de son cheval. Dans la lueur de sa lanterne, il scruta l'obscurité, cherchant l'origine de cette voix familière. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix méfiante. Yves s'avança lentement dans le cercle de lumière. Le spectacle qu'il offrait était saisissant. Couvert de terre de la tête aux pieds, les vêtements déchirés et souillés, les mains ensanglantées, il ressemblait davantage à un déterré qu'à un être humain. Le Bihan poussa un cri d'épouvante et faillit tomber de sa carriole.
Sainte Marie, Mère de Dieu, Yves Kerouac, mais vous êtes mort. On vous a enterré hier. Jacques, écoutez-moi, dit Yves en s'approchant lentement. Je ne suis pas mort, je ne l'ai jamais été. Il y a eu une erreur, une terrible erreur. Mais le fermier secouait la tête violemment, ses yeux exorbités par la terreur. Non, non, c'est impossible. Vous êtes un revenant, un mort vivant. Éloignez-vous de moi. Il fouetta son cheval, qui repartit au galop dans un grand fracas de sabots et de roues sur les pierres. Yves le regarda s'éloigner avec amertume. C'était exactement la réaction qu'il redoutait. Pour tous, il était désormais un mort qui marchait, une abomination contre nature. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Il reprit sa fuite à travers la lande, évitant soigneusement les chemins et les habitations. Il devait trouver un refuge, un endroit où réfléchir et élaborer un plan. Mais où aller quand on est officiellement mort? Quand sa propre résurrection fait de vous un paria, un monstre aux yeux de tous, c'est alors qu'il se souvint de la cabane de Fanch le Fou. Fanch Moelen était un ancien marin qui avait perdu la raison après un naufrage épouvantable au large de l'Irlande. Il vivait seul dans une cabane isolée sur la lande, évité par tous les villageois qui le considéraient comme dangereux. Mais Yves, enfant, avait toujours eu pitié de ce vieillard dérangé et lui apportait parfois de la nourriture. Si quelqu'un pouvait comprendre sa situation impossible, c'était bien cet homme qui avait déjà un pied dans la folie et l'autre dans le monde des esprits. La cabane de Fanch se dressait au sommet d'une colline pelée, construction branlante de bois et de torchis qui semblait sur le point de s'écrouler. Une faible lueur filtrait par les fentes des volets, indiquant que le vieux fou était encore éveillé. Yves s'approcha prudemment et frappa à la porte vermoulue. Un silence, puis des bruits de pas traînants. La porte s'ouvrit sur Fanch Moelen. Un homme de 70 ans au visage ravagé par les intempéries et la folie, aux cheveux blancs emmêlés, aux yeux d'un bleu délavé qui semblait voir au-delà du monde visible. « Tiens, tiens !» murmura le vieux fou en examinant Yves. « Un visiteur nocturne, et pas n'importe lequel. Le petit Kerouac, si mes vieux yeux ne me trompent pas. »« Fanch, j'ai besoin de votre aide, » dit Yves d'une voix suppliante. Le vieillard sourit, révélant ses gencives édentées. « Ah, mais tu n'es pas censé être parmi nous, mon garçon. On m'a dit que tu avais rejoint les poissons au fond de la mer. Et pourtant, te voilà couvert de terre comme quelqu'un qui sort de sa tombe. » C'est exactement ce qui s'est passé, Fanch. Je me suis réveillé dans mon cercueil. J'ai dû creuser pour sortir. Fanch hocha la tête comme si cette explication était parfaitement logique. Bien sûr, les frontières entre les mondes sont plus minces qu'on ne le croit, surtout par ici. Entre, mon garçon. Tu as l'air d'avoir besoin de chaleur et de réconfort. L'intérieur de la cabane était un fatras indescriptible, objets hétéroclites, filets de pêche rouillés, bouteilles vides, fragments d'épaves ramassés sur la grève. Mais un feu brûlait dans l'âtre, projetant une lumière rassurante sur ce chaos organisé. Fanch offrit une couverture à Yves et lui servit un bol de soupe chaude, dont l'origine était douteuse mais le goût réconfortant. Pour la première fois depuis son réveil dans le cercueil, le jeune homme se sentit en sécurité. « Alors, raconte-moi tout, » dit le vieux fou en s'installant en face de lui. « Comment fait-on pour mourir et revenir parmi les vivants ?» Yves relata son histoire depuis le début. La tempête, l'accident, le réveil dans le cercueil, la fuite. Fanch l'écoutait avec attention, hochant la tête de temps à autre, ses yeux fous brillant dans la lumière du feu. « Tu sais, » dit-il quand Yves eut terminé, « il existe des histoires, des légendes très anciennes qui parlent de gens comme toi. Des gens qui passent de l'autre côté et qui reviennent. Les anciens Celtes appelaient ça An Anaon, les âmes errantes qui ne trouvent pas le repos. Mais je ne suis pas une âme errante, protesta Yves. Je suis vivant. Je respire, mon cœur bat. Je saigne quand je me blesse. Fanch lui lança un regard pénétrant. En es-tu si sûr, mon garçon? As-tu vraiment vérifié? Cette question troubla profondément Yves. Dans la panique de son réveil et de sa fuite, il n'avait pas pris le temps d'examiner attentivement son état.
Il posa sa main sur sa poitrine et sentit effectivement les battements de son cœur. Il respira profondément et sentit l'air remplir ses poumons. « Je suis vivant », répéta-t-il avec conviction. « Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi le docteur Briand m'a-t-il déclaré mort ?»« Ah, les médecins !» ricana Fanch. « Ils croient tout savoir avec leurs instruments et leurs livres. Mais ils ne connaissent rien au mystère de l'âme et du corps. Tu as peut-être vécu ce que certains appellent la petite mort, un état si profond qu'il ressemble à la vraie mort. » Yves but sa soupe en réfléchissant aux paroles du vieux fou. Catalepsie, coma, état léthargique. Il avait entendu parler de ces phénomènes rares mais réels, des gens que l'on croyait morts et qui se réveillaient parfois sur la table d'autopsie ou dans leur cercueil. « Mais maintenant, que vais-je faire ?» demanda-t-il. « Comment retourner au village? Comment expliquer ce qui m'est arrivé ?» Fanch le regarda avec une expression de profonde tristesse. « Mon pauvre garçon, tu ne peux plus revenir, pas maintenant, pas après ce qui s'est passé au cimetière. Pour les gens du village, tu es devenu quelque chose d'impossible, d'effrayant. Ils ne te verront plus jamais comme Yves Kerouac, le brave pêcheur. Tu es maintenant l'homme qui est revenu de la mort. » Ces paroles frappèrent Yves comme une sentence de mort. Il comprenait que Fanch avait raison. Sa vie d'avant était terminée. Il ne pourrait jamais retrouver sa place dans la communauté, reprendre son métier de pêcheur, épouser une fille du village. Il était désormais un paria, un phénomène de foire, un objet de terreur et de fascination morbide. « Alors je suis condamné à vivre en ermite ?» demanda-t-il amèrement. « Pas nécessairement » répondit Fanch en ravivant le feu avec un tisonnier rouillé. « Il existe d'autres endroits, d'autres gens, des communautés qui acceptent les différents. Les marginaux, ceux qui ne rentrent pas dans les cases habituelles. » Il se leva et fouilla dans un coffre vermoulu, d'où il sortit une liasse de papier jauni et une vieille carte de Bretagne. « J'ai des contacts, » dit-il mystérieusement. « Des gens comme nous, qui ont vécu des choses inhabituelles. Il y a un monastère abandonné près de Vannes où se rassemblent parfois ceux que la société rejette. Des guéris miraculeux, des visionnaires, des survivants d'accidents impossibles. » Yves examina la carte avec intérêt. Cette perspective d'une nouvelle vie, différente mais possible, lui redonnait un peu d'espoir. « Mais d'abord, » il continua Fanch, « il faut que tu disparaisses complètement, que plus jamais personne de Quiberon ne puisse te voir. Sinon, ils enverront l'armée, l'Église, peut-être même des savants de Paris pour t'étudier comme un phénomène. » Les deux hommes passèrent le reste de la nuit à élaborer un plan. Yves partirait à l'aube, évitant les routes principales, se dirigeant vers l'intérieur des terres. Fanch lui donnerait des vêtements propres, de l'argent et une lettre d'introduction pour ses contacts mystérieux. Quand les premiers rayons du soleil percèrent la brume matinale, Yves était prêt. Il avait troqué ses habits funéraires contre les vêtements de rechange de Fanch, une blouse de paysan, des braies de toile et des sabots trop grands pour lui. Ses mains étaient bandées pour cacher les blessures de son creusement désespéré. « Merci, Fanch, » dit-il avec émotion. « Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenu. » Le vieux fou lui serra l'épaule avec une force surprenante. « Va, mon garçon, et souviens-toi, parfois mourir est le seul moyen de vraiment vivre. Tu as eu cette chance rare de renaître, ne la gaspille pas. » Yves s'éloigna dans la brume matinale, sa silhouette se fondant progressivement dans le paysage désolé de la lande bretonne. Derrière lui, la fumée de la cheminée de Fanch montait droit dans l'air immobile, seul témoin de cette rencontre impossible entre un mort-vivant et un fou sage. Pendant ce temps, au village, l'effervescence était à son comble. La découverte de la tombe vide avait plongé Quiberon dans une terreur superstitieuse que rien ne semblait pouvoir apaiser. Les plus crédules parlaient de malédiction, de vengeance divine, d'intervention démoniaque. Les plus rationnels évoquaient la profanation de sépultures, le vol de corps, sans pouvoir expliquer comment quelqu'un aurait pu creuser de l'intérieur. Le docteur Briand était particulièrement troublé. Son diagnostic avait été formel, ses méthodes irréprochables. Comment un homme qu'il avait déclaré mort avec certitude pouvait-il s'être relevé de sa tombe? Cette impossibilité médicale remettait en question toute sa science, toute sa carrière.
Il faut alerter les autorités, déclara le maire Le Goff lors d'une réunion d'urgence. La préfecture, la gendarmerie, peut-être même Paris. Un phénomène pareil ne peut pas rester secret. Et dire quoi? Rétorqua le père Calvez. Qu'un de nos paroissiens est ressuscité? On nous prendra pour des fous ou des illuminés. Pourtant, c'est la vérité, insista Erwan Kerouac, qui avait vieilli de 10 ans en une nuit. Mon neveu était mort. Maintenant il vit. C'est peut-être un miracle de Dieu, ou une intervention du diable, murmura quelqu'un dans l'assistance. Cette remarque jeta un froid glacial sur la réunion. L'idée que Yves puisse être revenu du royaume des morts avec l'aide des forces du mal terrifiait les villageois superstitieux. Des patrouilles furent organisées pour retrouver le jeune homme. Des volontaires armés de fourches et de lanternes battaient la campagne, fouillaient les granges abandonnées, interrogeaient les fermiers isolés. Mais Yves semblait avoir disparu aussi mystérieusement qu'il était réapparu. Les jours passèrent sans nouvelles. Peu à peu, l'histoire de la résurrection d'Yves Kerouac se répandit dans toute la région. Les journaux s'en emparèrent, transformant les faits en récits sensationnels. Des curieux affluaient à Quiberon pour voir la tombe vide et interroger les témoins. Margot Kerouac sombrait dans une mélancolie profonde. Son neveu était-il vraiment vivant quelque part, ou n'avait-elle fait qu'un rêve cruel? Elle passait ses journées à scruter l'horizon depuis la fenêtre de sa cuisine, espérant voir apparaître la silhouette familière d'Yves sur le sentier côtier. « Il reviendra », répétait-elle obstinément à quiconque voulait l'entendre. « Il reviendra parce qu'il n'est pas mort, il n'a jamais été mort. » Mais au fond de son cœur, elle savait que l'Yves qui pourrait revenir ne serait plus jamais le jeune homme insouciant qu'elle avait élevé. Celui qui était sorti de cette tombe était devenu autre chose, quelque chose que ni elle ni personne ne pourrait comprendre vraiment. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit fatidique où Yves Kerouac avait émergé de sa tombe comme un damné échappé des enfers. L'hiver breton s'était installé avec sa brutalité habituelle, transformant la lande en un désert glacé battu par les vents du large. Dans cette désolation, une silhouette solitaire cheminait sur les routes boueuses qui menaient vers l'intérieur des terres. Yves avait énormément changé. Son visage, autrefois rond et jovial, s'était creusé, marqué par les privations et l'angoisse constante. Ses yeux, jadis d'un bleu profond et confiant, avaient pris cette teinte grise et méfiante des hommes traqués. Ses cheveux avaient blanchi prématurément sur les tempes et sa démarche trahissait une fatigue qui n'était pas seulement physique. Il avait erré de village en village, ne s'arrêtant jamais plus de quelques jours au même endroit. Partout, sa présence suscitait des questions, des regards suspects, parfois de la peur. Car malgré ses précautions, malgré son désir de passer inaperçu, quelque chose en lui trahissait son étrangeté. Une aura particulière, une présence troublante que les plus sensibles percevaient instinctivement. À Vannes, il avait retrouvé les contacts de Fanch, une communauté hétéroclite de marginaux et d'exclus qui s'était installée dans les ruines de l'abbaye Notre-Dame de Joie. Des guéris miraculeux comme lui, des visionnaires, des femmes qui prétendaient parler avec les morts, des hommes marqués par des expériences surnaturelles. Tous unis par cette différence fondamentale qui les excluait de la société normale. Frère Antoine, un ancien moine défroqué qui dirigeait officieusement cette communauté, avait accueilli Yves avec bienveillance. C'était un homme de 50 ans, grand et décharné, au visage ascétique mangé par une barbe grise. Ses yeux noirs brillaient d'une intelligence aiguë et d'une compassion profonde pour tous les écorchés de l'existence. « Nous sommes nombreux comme vous », lui avait-il expliqué lors de leur première rencontre. Des gens qui ont vécu l'impossible, qui ont franchi les frontières habituelles entre la vie et la mort, entre le réel et l'irréel. La société ne sait que faire de nous, alors nous nous rassemblons ici. Dans cette communauté, Yves avait trouvé une forme de paix relative. Il participait aux travaux collectifs, aidait à la reconstruction de l'abbaye, partageait ses maigres repas avec des compagnons d'infortune qui ne le jugeaient pas. Mais au fond de lui, une blessure béante ne se refermait pas. L'impossibilité de retourner chez lui, de revoir sa famille, de reprendre sa vie normale.
C'est un matin de janvier 1893 que tout bascula définitivement. Yves était en train de réparer une section du mur d'enceinte quand un visiteur inattendu se présenta à l'abbaye. C'était un homme élégamment vêtu d'un manteau de voyage et d'un haut de forme, qui contrastait singulièrement avec l'austérité des lieux. Il se présenta comme le docteur Henri Charcot, neveu du célèbre neurologue parisien, et déclara être venu spécialement de la capitale pour rencontrer l'homme qui est revenu de la mort. Yves sentit immédiatement le danger. Ces 3 derniers mois, il avait appris à reconnaître les signes avant-coureurs des ennuis, les regards trop insistants, les questions trop précises, l'intérêt anormal que suscitait son histoire. Ce médecin parisien avait dans les yeux cette lueur de curiosité scientifique qui pouvait faire de lui un cobaye. « Je ne veux voir personne », dit-il à frère Antoine. Surtout pas un médecin. Mais Charcot était tenace. Il installa son campement dans l'auberge du village voisin et revint chaque jour, proposant de fortes sommes d'argent pour une simple conversation avec Yves. Il affirmait étudier les phénomènes de catalepsie et de mort apparente, et prétendait que le témoignage d'Yves pourrait faire avancer la science médicale. « Pensez à tous ceux que vous pourriez sauver », insistait-il. Combien de personnes sont enterrées vivantes chaque année par erreur médicale? Votre expérience pourrait permettre de perfectionner les méthodes de diagnostic de la mort. Ces arguments ébranlèrent Yves. L'idée que son calvaire puisse servir à épargner à d'autres le supplice qu'il avait vécu le touchait profondément. Après plusieurs jours de réflexion, il accepta finalement de rencontrer le médecin. L'entrevue eut lieu dans la cellule austère qu'occupait Yves à l'abbaye. Charcot avait apporté tout un arsenal d'instruments médicaux, stéthoscope perfectionné, thermomètre de précision, appareil à mesurer la pression artérielle et même un étrange dispositif électrique qu'il prétendait capable de détecter les plus faibles signes de vie. « Racontez-moi tout depuis le début », demanda le médecin en préparant ses notes, dans les moindres détails. Votre témoignage pourrait révolutionner notre compréhension de la frontière entre la vie et la mort. Yves narra une fois de plus son histoire. L'accident en mer, le réveil dans le cercueil, l'évasion de sa propre tombe. Charcot l'écoutait avec une attention passionnée, prenant des notes détaillées et posant des questions très précises sur ses sensations, ses souvenirs, son état mental. « Fascinant », murmurait-il, « absolument fascinant. Vous décrivez là un cas de catalepsie profonde d'une durée exceptionnelle. Normalement, cet état ne dure que quelques heures, parfois quelques jours. Mais vous avez survécu plusieurs jours dans un état de mort apparente. Alors c'est ça ? Demanda Yves avec espoir. J'étais en catalepsie ? Ce n'était pas surnaturel ? Charcot hocha la tête avec conviction. Absolument. Votre cas, bien qu'exceptionnel, a une explication parfaitement rationnelle. Certains traumatismes, certains chocs peuvent provoquer des états cataleptiques si profonds qu'ils trompent même les médecins les plus expérimentés. Cette révélation libéra un poids énorme des épaules d'Yves. Enfin, il avait une explication logique à son calvaire. Il n'était ni un miraculé, ni un damné, simplement la victime d'un phénomène médical rare, mais connu. Cela signifie-t-il que je peux reprendre une vie normale ? Demanda-t-il avec un espoir qu'il n'osait avouer. Charcot le regarda avec compassion. Mon cher ami, théoriquement oui, mais pratiquement, j'ai bien peur que la société ne soit pas prête à accepter votre histoire. Les gens préfèrent croire aux miracles ou aux malédictions plutôt qu'aux explications scientifiques complexes. Le médecin examina ensuite Yves sous toutes les coutures, testant ses réflexes, auscultant son cœur, mesurant sa température corporelle et sa tension artérielle. Tous les résultats étaient parfaitement normaux. Yves était un homme en parfaite santé, sans aucune séquelle de son expérience traumatisante. « Remarquable », conclut Charcot. « Votre organisme ne porte aucune trace de ce qu'il a enduré. C'est comme si votre corps avait été préservé pendant cette période de catalepsie. Mais c'est alors que se produisit l'événement qui allait tout changer. » Charcot venait de ranger ses instruments quand il remarqua quelque chose d'étrange sur le bras d'Yves. En roulant sa manche pour prendre sa tension, il avait découvert une marque curieuse,
Une cicatrice en forme d'encre marine, parfaitement dessinée, qui semblait briller d'une faible lueur phosphorescente dans la pénombre de la cellule. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en pointant la marque. Yves regarda son bras avec stupéfaction. Cette cicatrice n'existait pas avant son accident. Il en était absolument certain. Et maintenant, elle brillait faiblement, comme si elle était vivante. « Je ne sais pas », bégaya-t-il. « Elle n'était pas là avant. » Charcot sortit une loupe et examina attentivement la marque. Ce qu'il vit le figea d'horreur. La cicatrice semblait bouger imperceptiblement, se modifier sous ses yeux, comme si elle était gravée par une force invisible. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. » Soudain, la marque s'illumina davantage, projetant une lueur verdâtre sur les murs de la cellule. Et dans cette lueur, des images apparurent, des scènes sous-marines, des épaves de navires, des créatures étranges aux yeux phosphorescents qui nageaient dans les abysses. Yves et Charcot reculèrent, terrifiés par cette manifestation inexplicable. La marque pulsait maintenant comme un cœur, et une voix sembla s'élever de ses profondeurs, une voix qui parlait dans une langue inconnue, antérieure à tous les dialectes humains. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Yves, pris de panique. Mais Charcot ne répondait plus. Il fixait la marque avec des yeux exorbités, comme hypnotisé par les visions qu'elle projetait. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte, et de la bave coulait le long de son menton. C'est alors qu'Yves comprit la véritable nature de ce qui lui était arrivé. Il n'avait pas été en catalepsie. Il était réellement mort cette nuit de tempête, emporté par les flots glacés de la Manche. Mais quelque chose, dans les profondeurs marines, l'avait recueilli. Une entité antique, plus vieille que l'humanité elle-même, qui dormait depuis des millénaires dans les abysses bretonnes. Cette créature l'avait marqué de son sceau, l'avait ramené à la vie pour servir ses desseins obscurs. Yves n'était plus vraiment humain. Il était devenu l'émissaire terrestre d'une puissance océanique qui préparait son retour. La marque cessera soudain de briller et le silence retomba dans la cellule. Charcot s'effondra, foudroyé par ce qu'il avait vu. Son cœur avait lâché sous le choc de cette révélation impossible. Yves se retrouva seul avec le cadavre du médecin et la terrible vérité sur sa nature véritable. Il n'était pas un miraculé de la science, mais l'instrument d'une force cosmique qui dépassait l'entendement humain. Dans les semaines qui suivirent, d'autres signes se manifestèrent. Les poissons des rivières voisines mouraient mystérieusement, flottant le ventre en l'air avec dans les yeux cette même lueur phosphorescente que portait la marque d'Yves. Les marées étaient anormalement hautes et les pêcheurs rapportaient d'étranges observations. Des formes gigantesques qui se mouvaient sous la surface, des champs inhumains qui s'élevaient des profondeurs. Yves comprit qu'il était le héralde d'un cataclysme à venir. Sa résurrection n'était que le premier signe d'un réveil plus vaste, plus terrifiant. Dans les abysses de l'océan, des choses immémoriales s'agitaient, préparant leur retour à la surface. Il quitta l'abbaye sans un mot d'explication, abandonnant ses compagnons d'infortune à leur sort. Car il savait maintenant qu'il ne pourrait jamais vivre parmi les humains. Il était devenu autre chose, un pont entre deux mondes, un ambassadeur des profondeurs venu pour annoncer la fin des temps. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Quiberon, été 1893. Margot Kerouac mourait lentement dans sa petite chaumière face à la mer. Le chagrin et l'incompréhension avaient eu raison de sa santé fragile, et elle passait ses derniers jours à scruter l'horizon, espérant toujours voir revenir son neveu bien-aimé. C'est par une nuit d'orage, semblable à celle qui avait emporté Yves, qu'elle le vit enfin. Il se tenait debout sur la grève, exactement à l'endroit où on avait retrouvé son corps 1 an auparavant. Mais ce n'était plus l'Yves qu'elle avait connu. Cette silhouette était plus grande, plus imposante, et ses yeux brillaient de cette lueur phosphorescente qui terrorisait les marins.
Margot voulut se lever, courir vers lui, mais ses jambes refusèrent de la porter. Elle ne put que tendre une main tremblante vers la fenêtre, appelant silencieusement celui qu'elle avait élevé comme son propre fils. Yves sembla percevoir sa présence. Il se tourna vers la maison et, l'espace d'un instant, son visage retrouva une expression humaine. Il porta sa main à ses lèvres et souffla un baiser en direction de sa tante adoptive. Puis il se retourna vers la mer et s'avança dans les flots. Les vagues ne semblaient pas l'affecter. Il marchait sur l'eau comme s'il s'agissait de terre ferme. Bientôt, il disparut dans l'obscurité du large, emporté par les éléments qu'il avait tués et ressuscités. Margot mourut cette nuit-là, un sourire paisible sur les lèvres. Elle avait revu son Yves une dernière fois, et cela lui suffisait. Les années passèrent, et l'histoire d'Yves Kerouac devint une légende locale. Les anciens la racontaient aux veillées, ajoutant chaque fois de nouveaux détails, de nouveaux frissons. Certains prétendaient l'avoir aperçu par les nuits de tempête, marchant sur les eaux déchaînées, guidant les navires perdus vers les ports sûrs ou vers les récifs mortels selon son humeur. Les scientifiques qui enquêtèrent sur cette affaire ne trouvèrent jamais d'explication rationnelle. Le dossier fut classé dans les archives secrètes de la Sorbonne, rejoignant d'autres cas inexpliqués qui défient la logique humaine. Mais au fond des océans, dans des abysses où la lumière du soleil n'a jamais pénétré, Yves Kerouac continue sa veille éternelle. Gardien des secrets des profondeurs, messager d'une puissance antique qui attend son heure, il est devenu le lien entre le monde des hommes et celui des créatures des abysses. Parfois, quand la tempête fait rage sur les côtes bretonnes et que les marins les plus braves refusent de prendre la mer, on peut encore l'apercevoir. Il se dresse sur les flots déchaînés, plus grand que nature, ses yeux phosphorescents perçant la nuit, veillant sur des mystères que l'humanité n'est pas prête à comprendre. Car Yves Kerouac n'est jamais vraiment mort, et il n'est jamais vraiment revenu à la vie. Il existe désormais dans cet entre-deux terrifiant où se mélangent le rêve et la réalité, la science et la magie, la vie et la mort. Et dans les profondeurs de l'océan, quelque chose d'immémorial continue d'attendre, patient et implacable, le moment où ces émissaires terrestres donneront le signal du grand réveil. L'histoire d'Yves Kerouac n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Cette histoire s'inspire des phénomènes réels de catalepsie et de mort apparente qui ont terrorisé l'Europe du XIXe siècle, époque où les connaissances médicales étaient encore limitées. Nombre de personnes furent effectivement enterrées vivantes par erreur de diagnostic, donnant naissance à de nombreuses légendes urbaines et à une peur collective qui perdura jusqu'au développement de techniques de vérification de la mort plus sophistiquées.